réconcilier les jeunes avec la lecture. Ce lundi est célébrée la journée internationale de l'écrivain africain. C'est l'objet du dossier du jour. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bataille rangée à la permanence de l'APR entre militants de la COJER. La responsable politique à Koursambadia, dans la commune de Fimela, convoite la place de Thérèse Faye Diouf, actuelle coordonnatrice nationale des jeunesses républicaines. Selon Mme Mariam Thiam, le maire de Diarère est atteint par la limite d'âge. La rencontre s'est terminée en queue de poisson. Des blessés ont été enregistrés de part et d'autre. Abigail était sur place. Des violences ont émaillé la conférence de presse de la COJER, violences provoquées par un groupe d'individus qui seraient des nervis. Mais elle est traitée avec force argument. Des perturbations décriées par Mme Mariam Thiam, qui souligne que les jeunesses républicaines sont une seule et même famille. La violence qui sévit, c'est déplorable pour des jeunes de parti conscients, en tout cas avertis, qui doivent avoir l'œil ouvert sur la démocratie, qui doivent avoir le cœur net sur ce qu'on appelle en tout cas la démocratie. La référence, c'est quoi? Être comme le président Macky Sall. Il est victime d'attaques de partout. Les partisans de Mme Mariam Thiam s'étaient donné rendez-vous ce lundi à la permanence de l'APR. L'ordre du jour était la réorganisation de la convergence des jeunes républicains. Selon ces jeunes, Thérèse Faye a dépassé l'âge pour diriger la COJER. Nous restons dans le chapitre politique. Le patron du grand parti tire à boulet rouge sur le régime du président Macky Sall. Malick Gakou décrit une situation socio-économique morose du pays. Il soutient que le Sénégal est loin de l'émergence tant chantée par les tenants du pouvoir. L'ancien numéro 2 de l'AFP affirme que la modernisation de l'agriculture et le renforcement du secteur privé national constituent une alternative pour sortir de ce qu'il appelle une malgouvernance du régime actuel. Les précisions de Codé Ndiaye. li Sénégal yi di laaj mooy dëkk buy waaxu bay waaj a naaw ak gaynde guy nelaw ci biir mu du ko dawal dëkk boobu fan la jëm. Le Sénégal marche à reculons, c'est la conviction du président du grand parti. Une situation socio-économique catastrophique, la santé, l'éducation, le tourisme, la pêche, bref, aucun secteur n'est épargné par le leader du grand parti. Si on prend la pêche, le Sénégal qui a 700 km de côte ne peut pas tirer profit de sa pêche. Je ne parle pas de la santé. Regardez les structures de santé publique. Au Sénégal, être malade, c'est mourir. Malgré les favornades sur les CMU et toutes les autres politiques. Vous savez bien, quand vous allez dans les hôpitaux au Sénégal, vous n'avez pas les moyens, mais votre destin est scellé. Quelle est la conséquence de la politique économique? La politique économique, elle est faite pour quand même créer le bien-être social des populations. On ne crée pas une politique économique pour juste se gloser d'avoir une croissance. La croissance n'a de sens que si cette croissance permet au peuple sénégalais d'en tirer profit. Le Sénégal n'est pas un pays pauvre, il est plutôt un pays mal gouverné, affirme l'ancien numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès. Et cette malgouvernance s'incarne à travers les échecs répétitifs du plan Sénégal émergent, dont nous disons toujours qu'il ne mènera le Sénégal nulle part. Quand on fait les estimations des réserves prouvées, le Sénégal aujourd'hui, c'est près de 162 000 milliards de réserves de mines et d'hydrocarbures. Et comme vous le voyez dans le tableau, en ce qui concerne les mines, nous sommes à 31 317 000 milliards. Et en ce qui concerne les hydrocarbures, on est à 130 570 000 milliards de francs CFA. Au regard de ces statistiques, et quand on se rend compte que le gouvernement nous présente un pays pauvre, mais dont le sol aussi n'est pas si pauvre. Le président du grand parti ne s'est pas uniquement limité à formuler des critiques à l'endroit du régime en place. Comme alternative, il propose une agriculture moderne et un renforcement du secteur privé national, seul gage d'une économie forte.
Je vous l'annonçais en début d'édition, le candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Abdoulaye Bathily, se lance en campagne. L'élection est prévue lors du prochain sommet de l'Union africaine au mois de janvier 2017. Son directoire de campagne a tenu ce matin une rencontre d'échange pour réfléchir sur les propositions pour une commission de l'UA répondant aux attentes des peuples et États africains. Il incite les membres de l'organisation à soutenir la candidature du professeur Bathily qu'il juge opportune pour le continent africain. Elhadj Moussabe nous en dit un peu plus. Bathily for Africa, un slogan que son directoire de campagne compte faire une réalité pour porter le professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine. L'heure est aux tactiques et stratégies à adopter afin de gagner la confiance des 54 États africains devant élire le futur dirigeant de l'institution. Cette réunion marque une date importante, quelle que soit l'issue. Il s'agit que, avec les gouvernements, les peuples africains se mobilisent, se remobilisent à nouveau pour forger leur destin. L'intégration africaine, l'unité des peuples et dirigeants du continent, également le devoir d'associer des avancées démocratiques dans la direction du progrès social sont là les principaux défis que l'Afrique doit relever. Le professeur Bathily est d'avis que sa candidature demeure un prolongement d'une vie militante au service du continent. Il entend inscrire son action dans le projet panafricain pour y répondre. C'est la candidature du Sénégal, c'est la candidature de l'Afrique que nous portons. Et tous les moyens seront mis en œuvre pour le succès. Parce que cette entreprise n'est pas une entreprise individuelle. Elle dépasse le Sénégal, elle dépasse la région. C'est pour participer, je l'ai dit, à la réhabilitation de notre continent. D'imminentes personnalités venues d'ailleurs ont pris part à la rencontre. Ils jugent idéale la candidature du professeur Bathily. Cette capacité à assurer un leadership visionnaire de l'Afrique, il me semble qu'Abdoulaye Bathily, professeur Bathily, en a la possibilité, et cette possibilité est d'autant plus réelle qu'il fait partie de ceux qui ont réfléchi sur la vision de l'Union africaine au moment où cette Union africaine a été créée au début des années 2000. Bathily for Africa prône une vision nouvelle panafricaine pour donner à l'Afrique sa place sur l'échiquier mondial. Elhadj Moussabe, les départs successifs de certains États de la juridiction internationale qui est la Cour pénale internationale se sont invités aux échanges. Le candidat à la présidence de la Commission de l'UA souligne qu'il faut voir comment éviter les massacres, les crimes contre l'humanité des États. Ceci pourrait demeurer des solutions, d'autant plus que la CPI n'intervient que dans des cas similaires. De registre, les femmes sont les principales victimes d'abus sexuels lors de conflits en Afrique. Affirmation de la présidente de Femmes Africa Solidarité. Selon elle, les forces de sécurité n'assurent pas comme il le faut leur protection. Par conséquent, l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine plaide pour l'adoption d'une politique de tolérance zéro. C'est tout le sens du projet de formation du personnel des missions de maintien de la paix sur la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels contre les femmes lancé ce mardi. C'était en présence de Adiara Cissé. Face à la situation d'abus sexuels constatée dans certaines zones de conflit à l'image du Centrafrique, le Sénégal sonne l'alerte et prend les devants pour qu'une telle situation ne se reproduise plus. Ainsi, à travers un projet, le personnel des missions de maintien de la paix seront formés sur la question afin de lutter plus efficacement contre ces mauvaises pratiques dont les femmes sont plus exposées en temps de guerre. Civile. Ce qui se passe actuellement, c'est le contraire. C'est-à-dire les belligérants, que ce soit des troupes, que ce soit des rebelles, ciblent les femmes. Le corps de la femme est devenu l'arme de guerre, utilisée sur le terrain de combat. Mais en plus de cela, on se rend compte de plus en plus que nos troupes que nous envoyons sur le terrain également sont en train également de commettre les mêmes crimes. Donc pour nous,
il faudrait former, il faut, comme on dit, avoir la politique de tolérance zéro. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de former des formateurs qui vont former, pas seulement le Sénégal, mais qui vont également former d'autres pays. 30 personnes seront donc formées pour ensuite servir de relais. Ainsi, les soldats des forces de l'armée, une fois sur le terrain, vont être plus conscients de leur mission qui vise à protéger, mais aussi comprendre les droits humains, les juridiques de protection des femmes, l'étude de comportement et l'éthique du soldat de la paix. Donc, une fois que ces actes sont commis, donc ça c'est des règles du droit international humanitaire qui s'appliquent. Donc, c'est des cas qui sont considérés et qui peuvent être traités comme étant des crimes de guerre. Donc, avec cette formation, nous pensons que nous pourrons de plus en plus sensibiliser et former nos personnels qui sont en pré-déploiement pour qu'ils sachent que c'est des cas qui existent. Donc, c'est des crimes de guerre qui peuvent être poursuivis et punis. Nous sommes partenaires dans notre engagement en ce qui concerne les missions du maintien de la paix et plus largement. Et nous partageons une volonté d'éliminer complètement le viol et la violence sexuelle en temps de guerre. Ainsi, avec l'appui de l'ambassade de la Grande-Bretagne et du Japon, ce projet vient à point nommé selon bon nombre de participants, bénéfique pour le Sénégal qui se verra classé à la 7e place de contributeur de troupes au service des opérations de maintien de la paix dans le monde. L'accaparement ou l'expropriation des terres en République démocratique du Congo pour l'exploitation minière ou forestière au détriment des ayants droit que sont les populations locales inquiète les esprits réfléchis. Une réunion s'est tenue ce lundi à Dakar sur le phénomène, une initiative du directeur du réseau d'information et d'appui aux ONG en RDC. Selon lui, l'accaparement des terres est une violation des droits fondamentaux des populations. Dibissar Diony a assisté à la rencontre. L'accaparement des terres est devenu un réel phénomène en Afrique. Selon le directeur du réseau d'information et d'appui aux ONG en République démocratique du Congo, il est un instrument de violation des droits fondamentaux des populations. Nous avons un cas très grave, c'est le cas de l'accaparement des terres. Dieu merci, aujourd'hui la Cour pénale internationale de justice vient de reconnaître les accaparements des terres comme étant un crime contre l'humanité. Et c'est un cas qui se passe au Congo. Il y a une société canadienne au nom de Feronia qui travaille en complicité avec M. Kika Ibn Karoubi, qui est le conseiller spécial en matière de diplomatie du président Kabila, qui sont en train de détourner des millions et des millions des institutions financières de développement destinées à l'Afrique, l'argent des contribuables occidentaux destiné à l'Afrique pour alléger un peu la souffrance africaine. Par ailleurs, Jean-François Mumbia déplore le manque de diligence raisonnable de la part des institutions financières de développement. Depuis longtemps que la société existe, on ne produit même pas d'huile. Ils ont acheté les plantations d'huile pour produire l'huile. Mais on ne produit pas d'huile, les travailleurs ne sont pas payés, mais ils reçoivent énormément de fonds de part de banques de développement ou des institutions financières de développement. Les travailleurs sont très mal payés. Et ils occupent aujourd'hui plus de 200 000 hectares sans papier. Le directeur du réseau d'information et d'appui aux ONG en République démocratique du Congo réclame l'ouverture d'enquêtes publiques sur les agissements de l'entreprise agroalimentaire canadienne et l'appui accordé par les investisseurs internationaux. La justice doit être faite et le préjudice doit être réparé. C'est quelque chose qui date de longtemps. Quand on avance des chiffres, vous avez suivi, c'est un parlementaire belge qui a parlé de 1 million de morts avant l'indépendance. Et après l'indépendance, il y a des morts et des morts à cause de cela. Ils occupent toutes les concessions d'autrui avec autant de villages, une multitude de populations. Il y a des communautés qui vivent là-bas. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de latrines, il y a des épidémies de choléra, il y a toute la pauvreté sur plein. Pendant qu'ils ont des travailleurs qui ne sont pas payés, les travailleurs surendettés. Donc il faut que vraiment justice soit faite. En exil au Sénégal, Jean-François Mumbia exhorte l'entreprise Feronia et ses propriétaires des institutions financières de développement à respecter ce que demandent les victimes des accaparements des terres ainsi qu'aux accords de compensation.
Intéressons-nous à présent à l'Union internationale des télécommunications. Elle a choisi le Sénégal pour l'organisation du forum sur la gestion des spectres de fréquences en Afrique subsaharienne. Le constat est le même. L'économie numérique est une réalité à ne plus minimiser parce qu'elle génère d'importants profits. Toutefois, il est noté qu'il faudrait que les Sénégalais gèrent de manière rationnelle ces fréquences, nous dit Ababakar Sadirtop. Pour une meilleure gestion des fréquences, le Sénégal abrite un forum sur l'économie numérique. Les représentants des pays de la sous-région réfléchissent sur les avantages du numérique. Aujourd'hui, l'économie numérique constitue, en tout cas pour nous, une alternative pour le développement de nos pays. C'est pour cela que notre pays, à travers la stratégie Sénégal numérique et à travers le plan Sénégal émergent, veut faire de ce secteur un levier de croissance et de développement. La rencontre d'aujourd'hui est très importante puisque les fréquences sont des ressources rares et qui font l'objet d'une très forte demande. La rencontre porte également sur une réflexion qui, au final, va réglementer l'espace numérique, notamment sur l'attribution des fréquences. La réflexion va également porter sur le cadre juridique et réglementaire à mettre en place pour une gestion harmonisée donc, de ces ressources au niveau africain, mais également au niveau international, à travers notamment l'Union internationale des télécommunications. Cette question de gestion des fréquences est une question centrale si on veut anticiper sur le développement de l'économie numérique. Ce qui est fait ce matin nous permettra d'assurer une certaine coordination. Les régulateurs des télécommunications comptent sur des résolutions qui dégageront des pistes de solutions à la fin du forum. Nous avons tenu ce matin à être présents, mais nous serons présents tout le long des travaux pour que les résolutions qui vont découler, qui vont sortir de cette rencontre puissent connaître une application dans des délais qui seront dans des délais très courts. Un avis d'appel à candidature vient d'être lancé pour l'attribution de licences aux fournisseurs d'Internet. D'ici la fin de l'année, il y aura 3 nouveaux opérateurs. Dakar accueille pour la 3e fois le concours d'agrégation en médecine. Durant une semaine, les candidats issus des universités membres du CAMES vont concourir pour être professeurs agrégés. Les épreuves seront composées d'une séance de titres, de travaux, d'une leçon, des épreuves cliniques pour les médecins et d'une épreuve de laboratoire pour les pharmaciens et médecins fondamentalistes. Au major du concours, il sera décerné le prix André Gouazé. Les détails avec Ndeye Fatimlo. 201 candidats de 24 universités de 19 pays membres du CAMES vont concourir pour accéder au grade de professeur agrégé. Ce concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale va se dérouler sur une semaine sous forme de différentes épreuves. Donc cet après-midi, il y aura certainement des épreuves de titres et travaux. Si vous avez une moyenne de 10 sur 20, vous passez à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, ce sera la leçon. Il faut la préparer pendant 5 heures de temps. Et aussitôt après, vous allez maintenant présenter cette leçon pour 45 minutes. Si vous la réussissez, vous avez la moins de 10, vous pouvez encore passer à la 3e épreuve, qui est l'épreuve de malade pour les médecins et l'épreuve de travaux pratiques pour les fondamentalistes et pour les pharmaciens. Il vous faut une moyenne de 12 pour pouvoir réussir. Donc vous avez intérêt à engranger des points avant. Le développement de l'Afrique passe par une médecine locale compétente, une médecine de qualité. Ce concours va permettre d'augmenter le personnel de santé dans les zones les plus reculées du continent. Ce concours permettra à nos universités d'avoir des professeurs spécialistes. Il renforcera le nombre de spécialistes dans les structures sanitaires. Dakar comprend près de 300 médecins. Thiès et Bambey, chaque région comporte 50 médecins. Même si on a des facultés de médecine privées qui forment beaucoup de médecins, ce n'est toujours pas suffisant. Les dispositions nécessaires ont été prises afin que ce concours se déroule dans les meilleures conditions. Cette 18e session d'agrégation de médecine coïncide avec le centenaire de la faculté de médecine. Le choix de l'université Cheikh Anta Diop pour accueillir ce concours reflète la place de Dakar dans la formation du personnel de santé de haut niveau et de qualité. Le 15 novembre prochain, une proclamation des résultats et une remise des attestations vont marquer la cérémonie de clôture du dit concours.
Démarrage ce lundi de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Le Grand Magal de Touba était au cœur des discussions. Interpellé sur la fourniture correcte en eau lors de cet événement religieux, le ministre Mansour Faye rassure et confie que des mesures seront prises pour un bon déroulement du Magal. Il précise que des réflexions sont en cours. Le ministre de l'Hydraulique s'exprime au micro de Abdou Ley Ndiaye. La gratuité, nous l'avons trouvé sur place. Donc c'est une tradition. Et cette question, en réalité, en tout cas, mérite réflexion. J'ai été il y a 2 ans environ donc, à un CRD au niveau donc, de la région de Diourbel. Et cette question avait même été soulevée par les autorités religieuses de Touba. Quelle réflexion, en tout cas, mettre en œuvre pour trouver une solution par rapport à cette gratuité? Parce que pour avoir, en tout cas, une eau de qualité, de la production suffisante, il faut nécessairement que nous regardions cette question-là. Il faut que les institutions la payent. Moi, si j'avais des décisions à prendre, c'est d'abord faire payer l'eau à toutes ces institutions. Maintenant, concernant les populations, nous allons voir quelles sont les dispositions à prendre. Mais par contre, les institutions, vraiment, il n'est pas normal que les services soient dans une localité et utilisent donc je ne sais pas moi, donc les offres de l'État sans bourse déliée. Donc c'est pas normal. Les rideaux sont tombés sur la 114e édition du Gamou annuel de Pire. Le Khalif n'a pas été tendre avec les politiciens. Il trouve qu'il n'y a pas d'hommes d'État au Sénégal, mais plutôt des politiciens. Serigne Moustapha Cissé les invite à plus de retenue. Selon le responsable de la fraternité musulmane de Pire, les invectives n'ont jamais développé un pays. Voyons cela avec Mansour Sow. Pire, la cité de Khali Amarfal, vue d'en haut, la ville sainte a mis les petits plats dans les grands pour commémorer la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. À travers cet acte, Serigne Moustapha Cissé, responsable moral de la fraternité musulmane de Pire, héritier et continuateur de l'œuvre de son père, perpétue ainsi le legs de Seydi El Hadji Malick Sy. On parle même de 114e édition. Mais en réalité, c'est la 115e édition, puisque le Gamou a été organisé en 1902. Je suis fier que mon terroir, Pirgourey, où est né mon père et ma mère, puisse perpétuer cette tradition sur les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour nous un événement national que nous vivons depuis notre plus tendre enfance. Le Gamou de Pire marque une activité très importante dans la vie de Pire. Et c'est une occasion de retrouver toute la famille, de faire aussi, d'être en union de prière avec tout le monde. Et c'est tout le plaisir pour nous d'accueillir tous ces gens dans cette ville sainte de Pire. Une fierté donc pour ces dignes fils du terroir, un moment de communion et de concorde pour l'unité nationale et la paix dans le monde. Cet événement a vu la participation de chefs religieux et coutumiers, de diplomates et d'autorités administratives. Le spirituel et le temporel réunis le temps d'une journée. Ma présence ici exactement s'explique aussi par les relations particulières que Pire a toujours entretenues avec la collectivité Lébou. Donc aujourd'hui je viens représenter la collectivité Lébou, je viens représenter ma famille et je viens également accompagner le Khalif Moustapha Cissé dans son œuvre pédagogique en vue de réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes et de travailler à la paix sociale, à la paix dans ce pays, à la paix entre les Sénégalais. Cette 114e édition, placée sous le signe de la paix dans le monde, s'est tenue sous l'égide de Serigne Moustapha Cissé, Khalif de feu Tafsir Abdou Cissé. L'ancien diplomate a tenu à appeler la classe politique nationale à plus de retenue dans les débats sur les questions d'intérêt général. Les hommes politiques au Sénégal, Nous en venons à notre dossier du jour. Ce 7 novembre marque la 24e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Les auteurs contemporains ont saisi l'occasion pour demander au ministère de la Culture et de l'Éducation nationale de promouvoir les jeunes écrivains dans le programme scolaire. Ils déplorent le fait que les œuvres encore au programme datent de l'époque des indépendances. Selon eux, pour réconcilier le Sénégalais avec le livre et la lecture, il faut impérativement parler de l'actualité. Un sujet de Lénassar. Au Sénégal, l'on ne saurait parler d'écrivains africains sans citer Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Mariam Abba ou encore Camara Laye et compagnie.
Des auteurs qui ont su brillamment représenter le continent partout à travers le monde. Aujourd'hui, la relève semble bien assurée. La relève est bien assurée. Je pense qu'il est même temps que l'on essaie d'évoluer par rapport aux livres qui sont au programme. Personne ne discute leur qualité, mais il est nécessaire qu'au fur et à mesure que les générations arrivent, qu'on puisse mettre leurs ouvrages dans la liste des livres au programme. Parce qu'il y a de très bonnes œuvres qui sont actuellement diffusées. De nos jours au Sénégal, l'on constate que la lecture a perdu de sa superbe. Une situation qui impacte sur le niveau en français des élèves et qui pourrait d'ailleurs expliquer le taux d'échec scolaire en recrudescence. On n'écrit que par rapport à son temps. Ce qu'il faut éviter, c'est de remettre aux étudiants actuellement des livres rébarbatifs, c'est-à-dire que des livres qui ne les attirent pas du tout, des livres qui sont obligés de lire, des livres qui sont obligés d'apprendre par cœur certains passages même, mais qui au fait ne leur disent rien du tout ces livres-là. Et il y en a beaucoup. Il y a des thèmes d'actualité, les écrivains sont en train d'écrire sur leur société et d'une façon actuelle. Donc il faudrait que ces jeunes-là puissent bénéficier de cette actualité-là dans la littérature. Pour inciter le citoyen à lire, il faudrait lui parler de choses qui animent son quotidien. Les prédécesseurs l'ont fait pour les indépendances ou encore le combat de la négritude. Aujourd'hui, avec le terrorisme qui gagne du terrain, les acteurs ont jugé utile d'axer le thème de cette 24e édition de la Journée de l'écrivain africain sur la paix et la sécurité. L'écrivain, c'est une porte-voix et il a une main et sa main, c'est comme une machine qui retrace des faits, qui doit dénoncer, qui doit dire ce que le commun des mortels ne peut pas dire, n'a pas la possibilité de dire. Du coup, l'écrivain doit être engagé parce qu'on ne peut pas tout le temps faire rêver. Le chef de l'État, conscient du rôle des auteurs sénégalais dans le processus d'émergence du pays, entend valoriser ce secteur. Une journée alors choisie pour annoncer le retour du Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. Le Grand Prix du chef de l'État pour les lettres vient d'être restauré, avec d'ailleurs un prix beaucoup plus motivant où un jury a été mis en place. Je crois qu'ils sont en train d'étudier les œuvres qui ont été soumises et que bientôt on aura donc un prix du chef de l'État pour les lettres. Pour beaucoup d'auteurs et hommes de lettres, c'est la culture qui fait briller le Sénégal sur l'international. La culture, la première richesse du pays. Une manière d'appeler le premier protecteur des arts et des lettres à valoriser ce secteur dans le plan Sénégal émergent. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue sur la DTV avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.